Bonjour, aujourd'hui nous trois, on a envie de parler du témoignage. Malgré le caractère massif des témoignages, des victimes parlent des agressions, notamment les enfants mais pas que, la société continue de ne pas les croire. Alors, comment croire les victimes? Comment mettre en œuvre une protection? Tu as vu, Zoé? Je te crois. Ce collage apparu cette nuit sur le mur. Oui, c'est une revendication des féministes, à propos des agressions que personne ne veut voir. On en a beaucoup entendu parler avec MeToo sur les réseaux ou avec la création de la Civive et le juge Durand. Oui, c'est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants qui a fait un travail remarquable. Le constat est effroyable. Appuyé désormais sur d'innombrables témoignages. 160 000 enfants par an sont sexuellement violentés en France par quelqu'un le plus souvent de son entourage, un père, un grand-père, un oncle. Elles sont là les victimes, s'ajoutant à la foule des traumatisés d'un passé qui ne passe pas. Souvent, on ne veut pas en entendre parler. On laisse la victime dans sa solitude, on se doute, parfois on sait, mais on se tait. Dans ma famille, le viol de l'arrière-grand-mère enfant et la maltraitance subie par l'autre grand-père, ça a été réduit au silence. Et de fait, ça a créé pour les générations suivantes des peurs, des souffrances, des empêchements. En plus, les victimes parlent très souvent longtemps après leur agression. Ça leur est reproché et on met en doute les faits. Sandor Ferenczi explique très bien cela. Les traumatismes graves provoquent une sidération. Un choc inattendu et écrasant agit comme un anesthésique par l'arrêt de l'activité psychique et de la motricité. Puis, une fragmentation de la personnalité organise un clivage en deux parties. Une vivante et une quasi morte, qui ne veulent rien savoir l'une de l'autre. Et puis, la partie encore vivante se réveille et se remet à vivre au prix d'une amnésie. Et la partie quasi morte continue à ressentir des souffrances, mais ne sait pas ce qui se passe. Les patients essaient de trouver une autre raison au lieu d'envisager la réalité. Mais les souvenirs reviennent un jour et cela explique que les témoignages surviennent très longtemps après. On comprend que ce soit difficile. Mais alors, comment on fait pour arriver à se croire soi-même? Comme le dit Philippe Refaber, le premier témoin, c'est la mère. La personne qui s'occupe du bébé. C'est elle qui valide le ressenti du bébé. Oui, tu as faim. Oui, tu as sommeil. Et surtout, elle présente le monde dans sa totalité avec son positif et son négatif. Elle atteste qu'existe la mort et la part d'ombre de chacun à l'intérieur de soi et aussi qu'on peut être pleinement dans la vie. Alors, elle est un vrai témoin. Et comme le dit Donald Winnicott, elle permet à l'enfant de se différencier d'elle. Par exemple, devant un miroir, quand elle tient son enfant dans les bras, l'enfant se voit lui et la voit elle. Alors, le sujet conquiert son indépendance grâce à la séparation avec un autre intériorisé et un autre désormais extérieur, la mère. Et c'est cet autre intériorisé qui est témoin pour l'enfant. Mais ça ne se passe pas toujours ainsi. L'enfant, parfois, n'arrive pas à se constituer témoin pour lui-même et à se croire. Parfois, les conditions que l'enfant rencontre à la naissance font qu'il est confronté à l'effacement du témoin ou à sa trahison. Quand des parents ont failli à leur fonction de témoin en se faisant eux-mêmes les agresseurs, tout en effaçant leurs crimes, comme si de rien n'était. Alors, le témoin à l'intérieur de l'enfant se met en état d'hibernation. Et quand la personne se croit et se décide à témoigner, qu'est-ce qui fait qu'elle est crue ou pas crue? Par exemple, une qui a bien voulu témoigner pour elle et pour les autres, c'est Judith Godrèche. Elle
Elle a été quand même critiquée, moquée, voire insultée. Depuis quelque temps, je parle. Mais je ne vous entends pas, ou à peine. Où êtes-vous? Que dites-vous? Je sais que cela fait peur. Vous savez, pour se croire, encore faut-il être cru. Quand une personne, avec beaucoup de générosité et de dignité, comme c'est le cas de Judith Godrèche, prend la parole avec beaucoup de risques, on fait mine de découvrir. Nous voulons absolument faire comme si ce n'était pas vrai. Qu'est-ce que le déni? Ça n'existe pas, ce n'est pas vrai, ce n'est pas grave, ça ne nous regarde pas, on peut très bien s'en sortir, c'est une affaire privée, on fait comme si on n'avait pas entendu, comme si à chaque fois on repartait à zéro. On invite les victimes à sortir du silence et on leur reproche toujours de parler. Quand elles parlent, on leur reproche de faire de la délation. Quand elles écrivent, on leur reproche de faire des réseaux sociaux un tribunal populaire. Quand elles désignent l'agresseur, on leur reproche de lancer une chasse à l'homme. Et quand elles ne le nomment pas, on leur reproche de manquer de courage. En plus, le fait qu'il existe des personnes manipulatrices qui accusent à tort l'autre conjoint donne un prétexte, mais en or, à tous ceux et toutes celles qui veulent récuser la parole de l'immense cohorte des victimes réelles. J'ai entendu à la radio une interview de l'écrivaine Neige Chino qui a osé parler à 19 ans des viols commis sur elle de 7 ans à 14 ans par son beau-père. J'ai été très impressionnée par son témoignage. C'est la dénonciation qui fait l'opprobre. Il faut être prêt à perdre beaucoup de choses quand on décide de parler. On perd sa famille, c'est évident. On perd son village aussi. On perd aussi son enfance, ses souvenirs d'enfance, ses illusions d'enfance. La question suivante est cruciale. Qu'est-ce qu'on fait du témoignage? Est-ce que le crime se répète de façon inéluctable? Comment ça s'arrête? Comment on protège? Comme des milliers de gens, j'ai été violée, bafouée et trahie à l'âge où on n'a pas d'autre choix que de faire confiance. Et pourtant, une fois adulte, je n'ai ni violé, ni bafoué, ni trahi en retour. Nous protégeons au mieux les enfants autour de nous. Nous poussons les obstacles qui se présentent sur leur route. Nous affrontons avec courage les questions qui se posent, les unes après les autres. Et la société, comment met-elle en œuvre les moyens de la protection? Sortir du silence, déjouer les mauvais secrets, signaler. Le mot d'ordre est simple en apparence. Mais ces invitations n'ont de sens que si elles contiennent la promesse que la personne qui y répond sera crue et protégée. C'est une question de priorité. Qui voulons-nous protéger? Et si nous voulons protéger les enfants, lorsque les enfants révèlent et que nous le leur demandons, la contrepartie implicite, le minimum de respect et de dignité est de dire « Si tu me dis que tu es victime, je te croirai, je te protégerai. » Nous l'avons montré dans le rapport de la Civise. Seuls 8% des victimes vont recevoir une réponse sociale positive. Les autres vont se heurter à « ça m'est égal, tu mens ». C'est tragique. Il en va de la confiance des enfants dans le monde des adultes. Face à tous ces témoignages, la Civise que vous avez présidée a réussi à faire émerger une doctrine et des préconisations. Oui, la doctrine c'est « je te crois et je te protège ». Et nous avons élaboré 82 préconisations avec différents volets, notamment l'imprescriptibilité des agressions sexuelles sur les enfants, un repérage systématique auprès de tous les enfants à l'école, la garantie de soins spécialisés à toutes les victimes et la formation des différents intervenants, le maintien pérenne de la commission et la prévention. Mais pourtant,
Vous avez été écarté de la civise. Le déni est une position confortable. Tout laisse à penser que la parole des victimes, on l'a assez entendue. Ça suffit, on éteint la lumière. Mais pourtant, quelque chose s'est grippé dans le mécanisme du déni. Témoignage après témoignage, un mouvement social s'est constitué. Et dans le soin psychique, comment la parole des victimes est-elle entendue ? Ça dépend. Certains analystes fondent justement leur pratique sur la question du témoignage. Écoutons Philippe Réfabère. Je propose de considérer la cure psychanalytique sous l'angle du témoignage. Cet angle de vue mérite d'être étendu à tous les éventails de la psychopathologie. Il est fructueux de voir dans la cure cette expérience où l'analyse crée les conditions telles que le témoin à l'intérieur de l'analysant voit sa capacité de témoigner restaurée. Son éthique tient aux moyens qu'il se donne pour ranimer le témoin dans l'analysant, un témoin fragile, prêt à rendre les âmes pour s'effacer à nouveau. Il me paraît décisif de repérer avec l'analysant comment son entourage s'est accommodé des lacunes de l'histoire de la lignée et quelle distorsion rhétorique, histoire prétexte, l'analysant et l'entourage ont dû inventer pour masquer ces lacunes. Mais ce n'est qu'un préalable. L'essentiel n'est pas là. Mais dans ce qui se joue entre l'analyste et l'analysant, celui qui a vécu la trahison d'un proche qui aurait dû être protecteur n'a qu'une façon paradoxale de se conduire pour changer. Inconsciemment, il crée les conditions pour que se répète l'injure qu'il a subie, en espérant que l'agresseur revienne sur son agression, le reconnaisse et se fasse témoin. Il conduit l'autre à répéter le crime selon les mots de Sándor Ferenczi, un crime qui n'avait pas été instruit. Il en va ainsi dans l'analyse, mais là, on peut espérer que l'analyste reconnaisse le crime. Mais quand même, dans l'histoire de la psychanalyse, il me semble que l'écoute des victimes n'a pas toujours été pleine et entière. Il me semble que Sigmund Freud lui-même a renoncé à parler du trauma. Sigmund Freud a renoncé à sa théorie du trauma au profit du complexe d'Oedipe et la théorie des fantasmes. Une grande partie des analystes ont préféré penser que ce renoncement était justifié. On en avait parlé là, à l'occasion de l'épisode 22 de la controverse Freud-Ferenczi. Il n'arrive pas à écouter le témoignage de Sigmund Freud lui-même quand il a révélé que son propre père Jacob était un abuseur. Ils ont évacué ce témoignage en disant que c'était peu plausible, sous prétexte que Sigmund Freud était revenu dessus 15 jours après l'avoir dit. Sans doute, le poids du patriarcat, la loyauté envers les collègues, la peur du scandale ont été trop forts pour se donner le droit d'y croire. Eh bien, il y a encore du chemin à faire dans la société et dans le soin psychique. Mais quand même, un mouvement s'est levé. Bon, sur ce sujet si délicat et si important, c'était bien d'écouter à la fois les analystes et la société civile. On a fait un cordel, on va mettre les liens, la biblio sur le site www.outildussoin.fr et puis à bientôt.